Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous revenir aujourd'hui sur l'évaluation du mémoire à l'ère de l'IA et vous présenter le processus de réflexion et de création qu'on a pu avoir au cours de l'année passée au sein de la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation. Donc, moi, c'est Pierre-Yves Tillen, je suis le technopédagogue facultaire de la faculté. Donc, je suis rattaché à la fois à la fac et à la chaire numérique de l'Université de Liège. Et avec ma collègue Valentine Vanoutighem, qui fait partie également de la cellule de l'appui pédagogique, mais elle, référente mémoire, mais on a eu ce travail tout au long de l'année passée. Alors, je vais d'abord revenir ça passe pas, au point de départ. Autour de cette réflexion, on s'est rendu compte l'année passée, il y avait un usage croissant de l'IA dans les travaux des étudiants et qu'au niveau de notre faculté, il n'y avait pas de règlement facultaire, il y avait une absence de mention dans les règlements qui amenait une incertitude chez les étudiants sur ce qui était autorisé ou non, et ils ne savaient pas s'ils pouvaient, s'ils ne pouvaient pas. C'était assez flou. Un des enjeux est qu'il existe la charte institutionnelle de l'université, qui était présente mais qui n'était pas assez connue, et qui restait floue et pas forcément adaptée à nos réalités. Pour revenir sur cette charte institutionnelle, donc c'est une charte qui a été créée et mise à disposition de tout le monde en fin octobre 2023, donc vers novembre, qui a pour nom exact, donc Chartulier, l'utilisation des intelligences artificielles génératives dans les travaux universitaires, et qui a pour objectif de définir un cadre précis, que ce soit dans les cours, les travaux, les examens, et c'est vraiment une position institutionnelle, donc normalement, tout ce qui est cours, travaux, examens, rapport de l'université doit rentrer dans cette charte. Elle permet donc de distinguer ce qui est permis ou non au niveau de l'IA. C'est vraiment la vision de l'université et elle a pour but d'encourager chez les étudiants un usage qui est réfléchi et responsable, critique, transparent et de surpassement, donc aller plus loin que ce que l'IA nous propose, pas simplement la reprendre. Donc, ça, c'est vraiment le canevas de base qu'on a à l'université, mais qui n'était pas forcément connu. Si vous voulez la lire plus en détail, il suffit de taper Charte institutionnelle ULiège, elle est disponible en ligne et vous aurez plus d'informations. Mais donc, c'était pour un peu poser le cadre. Et donc, suite à ces réflexions, en janvier 2025, on a décidé de créer un GT facultaire qui reprenait des représentants des 3 départements, donc psychologie, logopédie, sciences de l'éducation, et la vice-doyenne à l'enseignement, ainsi que moi en qualité de technopédagogue facultaire. Donc, notre but de ce GT était vraiment d'encadrer l'usage de l'IA dans les mémoires, en définissant ce qui était permis ou non, et dans le but d'encourager un usage transparent de l'IA par les étudiants. Avec ça aussi, très vite est arrivé le fait de se dire qu'il va falloir repenser l'évaluation du mémoire, et notamment en réfléchissant, est-ce qu'il ne faudrait pas rééquilibrer le poids de l'écrit par rapport à la défense orale et d'adapter les formats. Donc, je vais ici revenir sur les 2 grands points, donc l'encadrement et l'évaluation. Pour ce qui est de l'encadrement de l'usage de l'IA, très vite, on est parti sur l'idée de créer une grille d'utilisation des IA génératives. Pour ça, on est parti d'une grille qui existait de l'Université de Maastricht dans la faculté d'art et sciences sociales, qu'on a adaptée à nos réalités facultaires, mais comme ça, on avait un point de départ. Donc cette grille, elle a vraiment pour but de préciser les usages autorisés ou non de l'IA, tout en s'appuyant sur la charte ULiège que je vous ai présentée au début. Et elle intègre des éléments qui correspondent aux différentes étapes du travail qu'est un mémoire. Au niveau de l'utilisation, je vais vous présenter la grille juste après. Les étudiants doivent simplement cocher s'ils ont eu recours ou non à l'IA et, le cas échéant, les noms des outils utilisés. Dans la grille que je vais vous présenter, elle est déjà pré-remplie ici pour le mémoire. Donc, il y a déjà les V qui autorisent l'utilisation et les croix qui l'interdisent. Mais l'idée est de présenter cette grille et qu'elle soit un outil utilisé par toute la faculté pour tout type de travaux par la suite et vraiment de se l'approprier et de se dire, moi, pour ce travail-ci, ça, je préfère qu'ils n'utilisent pas, ça, ils peuvent l'utiliser. Et donc, c'est pour ça qu'on a également mis le non applicable pour ce cours, tout en ayant ce petit attention qui a pour but de dire, voilà, on vous donne ce qui est autorisé ou non, mais le but n'est pas de vous encourager à l'utiliser à tout prix si vous ne l'utilisez pas au départ. Donc, voici à quoi ressemble donc, notre grille. Comme je vous l'ai dit, dans le cadre des mémoires, elle est déjà pré-remplie ici, et donc les étudiants et les enseignants l'ont telle quelle, mais dans un usage plus démocratique au sein de la faculté, elle sera à remplir par les enseignants pour chaque cours. Donc elle reprend vraiment des étapes, des choses où c'est assez logique peut-être, si on lisait la charte, mais c'est vraiment pour leur dire, ça, on vous l'autorise, vous pouvez l'utiliser, et c'est pas un souci. Il faut pas que vous vous dites, ah non, ça, non, vous pouvez vraiment utiliser. Donc vraiment pour l'aide à la réaction, au plan de la structure du travail, vérifier l'orthographe, reformuler le contenu du travail, améliorer le style, traduire dans une autre langue,
aider à la planification et la gestion du projet, obtenir des informations générales sur un sujet, et aider au brainstorming, aider à la recherche documentaire, aider pour la synthèse de littérature, aider à la reformulation de questions de recherche et d'hypothèses, enfin aider à l'interprétation de résultats, vraiment une aide, un outil, un assistant en plus pour les étudiants, pour les aider dans leur travail de recherche. Donc ça, c'est tout ce qui est autorisé. Pour ce qui est non autorisé, il y a moins de points, mais donc les voici. Donc là, vraiment, ça a été la grande réflexion, c'était, OK, c'est assez simple de dire ce qui est autorisé, mais comment on précise vraiment les points qu'on veut interdire? Et donc, on est tombé sur ces 5 points qui pourraient évoluer, parce que cette année, c'est la première année d'utilisation de la grille, mais en fonction du feeling et de voir comment ça se passe sur le travail. Donc, on a généré le contenu du travail à partir de mots-clés d'un thème, d'une question de départ sans vérification. Donc, vraiment reprendre ce que l'IA nous donne et le mettre directement dans son travail. Reproduire ou reformuler du contenu existant sans citer les sources associées au plagiat, globalement. Falsifier ou créer des données. Générer des références bibliographiques sans contrôler l'existence ou l'exactitude de celles-ci. Et enfin, utiliser dans une IA des données non anonymisées, donc vraiment ne pas respecter le RGPD. Pour ça, on a rajouté cette petite phrase à la fin où l'étudiant déclare sur l'honneur avoir complété la grille avec exactitude, parce qu'en effet, bah, c'est compliqué de savoir comment il l'utilise vu qu'on n'est pas derrière lui, mais c'est là où la réflexion, où je vais arriver ensuite sur l'évaluation du mémoire et sur la défense orale, va rentrer en jeu. Au niveau de l'évaluation du mémoire, dans notre faculté, avant, on était sur un écrit de 60 pages, 80 pages en binôme, avec un oral qui faisait 1 heure, 20 minutes de présentation où vraiment on revient en détail sur tout ce qu'on a présenté. Le but est enfin, de vraiment passer en revue tout le mémoire, puis des questions-réponses du jury et la délibération dans cette heure. Souvent, la présentation devait faire 20 minutes, elle dépassait un petit peu et les questions étaient souvent en surface. Et au final, la note de l'écrit, elle était majoritaire et l'oral, il venait nuancer cette note. Et donc, c'était plus souvent ça le ressenti qu'on avait des enseignants au niveau des jurys. Donc on se demandait est-ce que ça avait encore du sens d'évaluer le mémoire de cette manière-là, avec la grille qu'on vient et toutes les réflexions qu'on avait. Donc on a décidé de repenser également le format de l'écrit et de l'oral au niveau de l'IA. Donc maintenant, pour l'écrit, ce qui est passé, donc ça a démarré cette année, c'est la première année où ce règlement rentre en place, on est passé sur un mémoire de 45 pages, hors annexe, page de garde, référent bibliographique, 60 pages pour des mémoires en binôme, mais avec une revue de littérature qui ne peut pas excéder un tiers, parce que la réflexion a été que la revue de littérature, ben, on peut utiliser beaucoup l'IA pour nous aider et on pourrait avoir plein de pages, donc vraiment réduire à 15 pages à l'essentiel et laisser 30 pages pour nos résultats, l'analyse des résultats, la discussion et la conclusion. Donc ça, c'est au niveau de l'écrit. La réflexion, alors ensuite, a été, on va avoir un mémoire qui est moins volumineux, donc moins de temps à consacrer à devoir résumer le mémoire pour les étudiants, et donc plus de temps pour discuter vraiment avec les étudiants et leur poser des questions assez précises. Et donc, l'oral, maintenant, à l'heure actuelle, va faire 1 heure, toujours, parce que c'est le temps imparti, avec 10 minutes de présentation, mais qui sont là vraiment pour faire un petit refresh au lecteur, vraiment se dire, on l'a lu, voilà mes résultats principaux, voilà mes conclusions, mais pour vraiment laisser la place aux questions-réponses du jury, avec une possibilité d'avoir des questions qui sont très précises, de pouvoir dire, voilà, à telle partie, tu cites tel auteur, mais pourquoi, pour à la fois voir sa connaissance en profondeur du mémoire, mais voir si il n'a pas utilisé l'IA et que le mémoire a l'air parfait à l'écrit, mais qu'au final, la maîtrise du contenu n'est pas présente. Donc vraiment, mettre le focus sur les questions-réponses du jury, pouvoir aller plus loin, et toujours la délibération. Et donc, du coup, avec cette réflexion-là, il y avait aussi une question au niveau de la pondération. Comme je l'ai dit, l'écrit était majoritaire et l'oral venait nuancer. Donc, la dernière étape de notre groupe, du groupe de travail, a été de réfléchir ça. Et une nouvelle pondération a été mise en place. Donc maintenant, le mémoire est bien évalué toujours sur les deux composantes, mais 50% représente le rapport écrit et 50% la défense orale avec une note absorbante qui oblige la réussite des deux parties. Ainsi, si un écrit nous semble très bon, mais qu'à la défense, l'étudiant n'arrive pas à montrer que c'est son travail et qu'il l'a développé ainsi, il faut avoir réussi les deux pour y arriver. Je vous ai remis l'extrait ici du règlement qui précise ça. Et donc, voilà, ici que j'arrive à la fin du processus qu'on a eu tout au long de l'année. Les premiers tours qu'on a des étudiants qui ont eu ce nouveau règlement, ils râlent beaucoup sur la réduction du temps du mémoire à 45 pages, de nombre de pages, parce que 45 pages pour eux, ça leur paraît trop peu. Mais ils sont
vraiment reconnaissants et trouvent ça intéressant l'arrivée de la grille qui leur permet de voir clairement ce qui est utile ou non pour eux. Et donc, comme c'est vraiment un processus qui a été, enfin, tout le processus de réflexion a été passé et le règlement a été mis en place cette année, ben, on n'a pas encore de retour concret des étudiants, mais on l'aura avec la première session ici en janvier. Et donc, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, j'ai été assez rapide, mais voilà, s'il y a des questions plus précises, n'hésitez pas, je saurai développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste, pour les personnes qui sont en ligne, je vais parler un petit peu fort, mais je vais brancher le micro s'il y a des personnes ici, parmi les personnes présentes, qui veulent réagir par rapport à ta présentation. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? Je l'ai juste allumé. Et non, une question, tu l'as peut-être. Ah ben oui. Est-ce que cette grille, vous l'imposez ou est-ce que c'est une proposition? Donc, ici, donc, la grille doit être présente en première annexe, en tout cas en annexe du mémoire, et elle doit être remplie par tous les étudiants. Et donc, on l'a imposée en tout cas à tous les promoteurs et tous les étudiants. Mais au final, tous les retours ont été ah ben merci, ça nous clarifie ce qu'on peut autoriser ou non. Et alors, ben, cette grille a été préparée par le groupe de travail, mais elle est passée ensuite en CPFE, qui est la commission facultaire permanente à l'enseignement, puis elle est passée dans les conseils de département, elle est passée en conseil de fac. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours et beaucoup de modifications, surtout sur la terminologie utilisée dans les items non autorisés, pour être sûr d'être le plus fin possible. Et avec cette réflexion de c'est la grille de cette année, on va voir après une année d'utilisation. Est-ce qu'on ne doit pas un peu modifier les items? Est-ce qu'on ne doit pas en rajouter? Est-ce qu'on ne peut pas en retirer? Enfin, donc, voilà. Si tu veux bien. Et du côté étudiant, Oui. est-ce que eux ont été informés, sensibilisés à cette grille pour pouvoir la remplir correctement? Alors là, ben, normalement, enfin, on espère que chaque promoteur va faire son travail d'accompagnement en leur présentant et en leur sensibilisant. Mais les étudiants, en tout cas de Master 1, disons un cours de travail préparatoire en mémoire, d'accompagnement, où là, elle a été présentée et détaillée et développée. Donc, en tout cas, ces étudiants-là, ils sont bien au courant, bien en détail, et au final, les infos vont assez vite. Et le but, c'était d'avoir la grille la plus claire possible dès qu'on l'a comme ça, quoi. Donc, il y a eu un travail de sensibilisation autour de ça, que ce soit des promoteurs pour bien l'expliquer aux étudiants et un maximum d'étudiants dans ce cadre-là. Des questions du chat. Il y a des questions dans le chat. Hop. Donc, on demande s'ils auront les dire un peu plus tard. Oui. Voilà. Et la grille d'évaluation, l'utilisation de l'IA autorise-t-elle une influence sur la cote? Donc, quid de la grille d'évaluation du travail? Donc, en gros, est-ce que ce qu'ils remplissent les étudiants sur ce que j'utilisais a une influence sur la cote? Normalement, non. Dans le sens où le but est que l'usage est transparent et que tous les promoteurs par le conseil de faculté l'ont validé. Donc, un étudiant qui utilise tous les items autorisés et un étudiant qui n'utiliserait aucun, ça ne devrait pas influencer. Maintenant, là, mais techniquement, non, ça n'a pas d'influence, vu que le but, c'est de dire, voilà, vous l'avez utilisé, mais de dire aussi, vu qu'ils doivent donner le nom de l'IA, dire, bah, vous avez utilisé cette IA-là pour tel outil, par exemple pour la traduction de texte, est-ce que c'était peut-être la plus pertinente? Pourquoi avoir utilisé ça? Enfin, ça peut permettre aussi d'autres discussions lors de la défense orale avec le jury à ce moment-là, mais normalement, ça ne doit pas du tout influencer la note lors de la délibération. Il y a une autre question du chat aussi. Est-ce que les étudiants sont formés à l'utilisation d'IA en lien avec le travail du mémoire? Alors voilà, c'est la grande question où je suis également dans le GT institutionnel autour de l'IA. Et c'est la grande discussion où tous les enseignants veulent une formation des étudiants, mais pour l'instant, il n'y a rien si ce n'est les initiatives de chaque enseignant, chaque promoteur. Et bah, certains sont beaucoup plus sensibilisés, donc vont le faire beaucoup plus. Et donc là, on arrive encore dans un problème d'inégalité entre chaque étudiant, chaque promoteur. Mais idéalement, c'est ce qu'il faudrait, c'est d'avoir une formation globale des étudiants, mais qui est en réflexion. Et c'est vrai que pour les étudiants qui sont maintenant ici en Master 2, bah, c'est plus, ils n'auront sûrement pas, n'auront pas de formation comme ça pour l'instant, mais c'est une réflexion qui a lieu et d'avoir un petit peu un cours, un peu comme le cours qui vient d'arriver, Transition, d'avoir un cours qui serait de MOOC et donc pouvoir faire une formation un petit peu à distance quand on le souhaite, mais qui serait obligatoire pour tout le monde. C'est une réflexion à l'heure actuelle au sein de l'université.
Mais c'est clair. C'est clair, la réponse est oui. Là. C'est bien l'étudiant pour tout chaque. Oui, c'est l'étudiant qui coche et qui sous-signe qu'il a bien rempli correctement. Et alors, comme je l'ai dit, le but aussi, c'est d'imposer cette grille dans les mémoires, mais que les enseignants de la faculté puissent se dire, ça m'intéresse, je reprends la grille pour mes propres travaux. Alors là, il a la grille vierge. Et alors, si on reprend ici les V et les croix, c'est à l'enseignant à ce moment-là de remplir si oui ou non il veut ou pas que cet item-là soit autorisé ou non, quoi, en fonction de chaque travaux par la suite. Et vous pensez, parce que je fais ça une fois, deux fois, c'est ça m'a averti, et puis il faudra quand même un peu de temps. Et par contre, moi, en tant que lectrice de mémoire, je suis très contente de voir ce type de grille et je me dis que dans la qualité des mémoires et la discussion aussi, quand on voit chez certains étudiants le nombre de citations secondaires, ça évitera probablement progressivement ce type de comportement chez certains étudiants, donc ça augmentera en ponctualité. Puis au niveau de la formation des étudiants, je pense aussi qu'à travers des cours de l'introduction de la numérique, peut-être que ce sera aussi mis en place, c'est peut-être déjà. Et il y a aussi des initiatives qui sont faites pour les étudiants qui vont rentrer à l'UNIF au départ dans les journées d'accueil. C'est des initiatives dont on peut aussi parler. C'est remédiable, non? Prépatis. Pardon? Prépatis. Prépatique, c'est préparia dans certains cas. Donc, voilà. Et dans les séminaires de préparation en mémoire, je sais que c'est très bien réalisé dans la fac. Enfin, je pense que depuis 2 ans, ça continue à évoluer. J'ai pour moi une confiance. Et je inciterai à plus de partage encore dans notre réseau au niveau de ces préparatifs. Voilà. J'ai une question aussi. Merci. En fait, je vois dans le chat Fabien qui demande avez-vous déjà été confronté à des situations où la grille n'était pas respectée? Utilisez-vous des outils pour vérifier l'usage de l'IA, sachant que leur fiabilité reste limitée? Et ma question, moi, qui est vraiment en écho avec celle de Fabien, c'est comment faites-vous pour sanctionner les étudiants qui ne respectent pas les usages interdits de l'IA, sachant qu'on n'a pas les moyens, enfin je ne sais pas si vous les avez, mais nous on ne les a pas, les moyens de vérifier si effectivement ils n'ont pas transgressé les usages. Maintenant, en tout cas, au niveau du règlement, pour tout ce qui est les usages interdits, si on les surprend, on arrive à détecter le fait qu'il est utilisé, c'est mis au même titre que le plagiat. Donc Et comment vous y arrivez? Alors là, ça va être toute la difficulté, en tout cas dans un premier temps, et c'est là où le rôle, entre guillemets, l'idée d'avoir mis un oral aussi important que l'écrit, et de vraiment se dire, si là, il y a une grosse suspicion, on se pose des questions, c'est d'aller vraiment questionner l'étudiant en profondeur, en précision, pour être sûr, par exemple, s'il a créé des données ou qu'il en a falsifié, de voir pourquoi ces données-là, comment elles sortent, et à ce moment-là, d'émettre un doute important. Dans tous les cas, s'il rate l'oral, il doit repasser sa truc, et alors là, à ce moment-là, de discuter avec lui et de voir. Mais en tout cas, si jamais c'était détectable et qu'on le remarquait instantanément parce qu'il a généré des références pour des auteurs qui n'ont jamais écrit ces bouquins-là, là, c'est au même titre que le plagiat et c'est raté directement. Donc ça a été précisé dans le mémoire que cette grille, en tout cas, rentrait dans la même catégorie que le plagiat au niveau du règlement. Et je rebondis, on demande la cote de l'écrit changera alors, point d'interrogation. Non, a priori, c'est le code de l'oral. A priori, dans quel sens elle changera? Je suppose, s'ils pensent détecter qu'il y a suspicion de fraude, de faire changer la cote de l'écrit. Mais non, c'est l'oral qui. Oui, c'est l'oral. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, donc, avec ce système de pondération, il y aura vraiment, on va reprendre la cote. Donc, il y a souvent 3 personnes dans le jury, donc leurs 3 codes de l'écrit, leurs 3 codes de l'oral, et faire simplement un calcul pour arriver à la note globale. S'il y a une suspicion, c'est compliqué de la faire transparaître dans la note de l'écrit tant qu'elle n'a pas été vérifiée, mais sinon on l'a dans la note de l'oral, alors on peut le faire, on fait rater à ce moment-là, et comme ça on est sûr que. Oui. Je fais monsieur Valère, envie de me voir pas mais. Je trouve que la grille est très chouette parce qu'elle est très claire pour les étudiants à mon temps, c'est pas important. Mais là, on est toujours dans
j'autorise, je n'autorise pas, il y a même toujours une tentation de fraude. Est-ce qu'on n'a jamais pensé à, OK, on autorise, sous certaines balises, évidemment, en moyenne information des étudiants, bien, OK, vous là, vous faites preuve de transparence, vos comptes, ils doivent être dans les annexes de votre travail, ce qui permet aussi aux personnes qui lisent le travail de voir si la personne, l'étudiant, s'est bien imprégné de son sujet, parce que quand on fait des prompts de qualité, c'est qu'on a déjà quand même une réflexion qualitative. Je ne sais pas où on en est par rapport à ça, si c'est quelque chose qui est une réflexion qui est en cours. Ça a été une réflexion dans le groupe de travail, mais il y a eu cette question de si on leur demande de mettre leur prompt en annexe, déjà on aurait des mémoires très très gros, mais est-ce qu'on ne va pas avoir un effet de OK, j'ai mon prompt, mais je vais aller retravailler le prompt que je vais mettre dans les annexes pour avoir un plus beau prompt que celui que j'ai vraiment utilisé au départ, et d'avoir au final, est-ce qu'on va vraiment. Enfin, est-ce que quelqu'un va. Oui. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on les demande ou est-ce qu'on leur dit, on ne les veut pas en annexe, mais ayez-les sous le coude lors de la défense orale. Enfin, ça a été beaucoup discuté. Donc dans un premier temps, on s'est dit qu'on n'allait pas leur demander. En tout cas, ça, à la discrétion de chaque promoteur. Si le promoteur estime qu'il le souhaite, ben, il a toujours la liberté de les demander, de les avoir sous la main lors de la défense orale. Mais plutôt de laisser cette liberté dans un premier temps et de voir si on se rend compte que, après ici, cette première année, bah, c'est nécessaire et tout le monde aurait eu besoin de les lire. Alors là, de rechanger un peu le format de la grille du règlement et de les mettre. Mais ça a été une des réflexions. Et ce qui s'est posé, ça a été, est-ce que les gens vont aller vraiment les lire si à la fin, on se retrouve avec 50, 60 pages de prompt? Et est-ce que les étudiants vont pas retravailler certainement pour avoir des beaux prompts? Mais en effet, est-ce qu'on pourrait se dire que c'est bah, du coup une bonne réflexion derrière? Voilà. Mais il y avait cette possibilité de dire à l'oral, vous avez votre ordi, si jamais on vous pose une question, vous pouvez nous la ressortir pour nous montrer comment vous avez obtenu ça ou ça, quoi. Mais c'est vraiment une réflexion, un processus qui est toujours en cours, donc L'avantage de faire cette histoire de prompt, c'est que du coup, ils se forcent à faire des bons prompts et donc ils apprennent d'une certaine manière. Ben oui, c'est pas. C'est on doit faire avec. Par définition, s'ils doivent faire des bons prompts, ils doivent savoir ce qu'ils doivent demander, donc ça veut dire qu'ils connaissent un minimum ce sur quoi ils travaillent. Donc par définition, on est presque assuré qu'il y a quelque chose. Mais, ouais, c'est une bonne réflexion en vrai, donc je la garde. merci. Les cases sont cochées. Au final, on n'évalue plus l'étudiant, on évalue l'IA. L'IA après le travail à la place de l'étudiant. Et donc voilà, je me demandais finalement quelle était la place. Est-ce que vraiment l'écrit avait encore sa place en fait? Donc ça a été une des premières réflexions aussi au début du groupe de travail. Et alors très vite, ce qui s'est imposé, c'est qu'on ne pouvait pas supprimer l'écrit parce que pour la psychologie et la logopédie, c'est un arrêté royal qui oblige pour tout praticien d'avoir un mémoire à la fin de leur cursus. Mais cette réflexion s'est posée aussi, donc c'est pour ça que le but est vraiment de leur dire que c'est un outil en plus, comme on utiliserait des outils pour nous aider à la recherche, à la rédaction, pour corriger l'orthographe. C'est un outil en plus, mais c'est pas l'outil qui va faire notre travail à notre place, quoi. Et donc c'est toute la subtilité, arriver à leur montrer ce qui est autorisé pour les aider au final, parce que beaucoup d'items commencent par le mot aider, et que c'est un outil en plus, mais c'est pas l'outil qui va tout faire à notre place, quoi. Et je pense que, mais là c'est plus mon avis personnel, que au final, il va falloir comprendre que l'IA, elle est vraiment là comme un outil supplémentaire et qu'il va falloir qu'on la prenne tous en main pour avancer comme un assistant personnel, mais que ça va jamais enfin, le but, c'est pas que ça remplace quelque chose, c'est que ça vienne comme un outil en plus. Mais là, donc, c'est une question qui s'est aussi posée de est-ce que ça a encore du sens de réaliser un mémoire classique? En tout cas, pour les deux des départements, il n'y avait pas le choix. Pour le troisième, je veux bien que ça est encore en réflexion. Ici, le master en sciences de l'éduc vient d'être réformé. Voilà, ça se pose, mais l'idée de pourquoi pas partir sur un mémoire article à un moment donné, de vraiment. Mais c'est des réflexions en cours et je pense que là, c'est un processus en perpétuelle évolution et le but, c'est pas de figer un règlement pour les 10 prochaines années, surtout que les choses évoluent tellement vite. Donc.
Et un mémoire article ne change rien au fait d'utiliser du IA. Non, mais c'est dans les réflexions qui tombaient Mais aussi. mais- ça permet de Et puis, valoriser d'autres choses. déjà 45 pages, déjà. Ouais. Par rapport aux exigences, pour des autres critères, Ouais. c'est pas mal. Mhm. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait 26 minutes, je ne sais pas si on est. C'est très bien. Non, c'est très bien. Comme je le disais, ici, partage d'expérience pour voir aussi des sujets qui sont un peu plus porteurs par rapport à d'autres qui suscitent beaucoup plus de réflexion. Donc, c'est vraiment un géométrie variable au niveau du temps. Et moi, je vais vous poser une petite question aussi. Mais on parle des étudiants, c'est intéressant aussi de penser à ce genre de grille pour les enseignants eux-mêmes, dans la réalisation de leur support de cours, de leur syllabus, de quelles sources ont été choisies, etc. Parce que l'idée, c'était de voir aussi une cartographie à 360 degrés par rapport aux usages des IA. Donc, dans les 360 degrés, il y a les étudiants, mais il y a aussi tous les enseignants qui sont derrière. Donc, voilà, peut-être une piste de travail pour les enseignants. Maintenant, c'est peut-être un peu touchy pour les enseignants aussi. Mais voilà, c'est une réflexion, en tout cas, que je trouve intéressante de voir qui devrait pouvoir discuter. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Ben, merci à vous. Donc moi de mon côté, je vais vous parler de mon expérience de l'année passée en tant que prof, où en gros nous n'avions pas encore de charte IA, donc je vais revenir aussi sur ça après. Et donc ma gestion de l'IA avec des gros guillemets à la loyale avec mes étudiants. J'aurais plutôt dû dire gérer l'IA à la freestyle, parce que ça a été plus ça que la loyale, soit dit en passant, l'année passée. Alors, donc globalement, un mini point parce que c'est assez important de comprendre certaines choses institutionnelles. Donc, au niveau de la HEAJ, il y a 3 gros départements. Le département pédagogique, où je suis, en tout cas où je suis en tant qu'enseignante. Un département industrie créative et numérique, qui est un gros département où on a tout ce qui est jeux vidéo, entre autres, mais tout ce qui est numérique et créatif. Et économie et communication, qui est un département un peu entre les deux en termes de grosseur, en termes de nombre d'étudiants, où là, vous allez avoir évidemment économie et communication, mais RP, donc relations publiques, et j'en oublie. Voilà, et désolé pour eux. On a environ 3000 étudiants, plus de 300 enseignants, dont certains qui sont externes, hein, donc des gens qui viennent en professeur invité. Et on utilise principalement des outils numériques, Moodle, Teams, WooClap, Cantu. Donc Cantu, c'est pour tout ce qui est aménagement raisonnable. Donc ça, c'est les outils qu'on utilise le plus, qui sont vraiment institutionnalisés. Et en fait, selon les départements, un outil est mis en avant plus qu'un autre. Ce qui, déjà, de base, avant même la question de l'IA, est un peu pas touchy, parce qu'en soi, tout le monde fonctionne très bien comme ça, mais nous permet, nous, en tant que cellule d'appui pédagogique, on est un peu toujours en balance. Donc Moodle, c'est principalement le PEDA. Teams, c'est beaucoup tout ce qui est industrie créative et numérique, parce qu'ils ont tous les briefings, etc. Et donc, ils mettent beaucoup sur Teams. Et économie et communication, je sais pas, je pense que c'est un mix de ça. Je pense qu'ils sont beaucoup sur Moodle. Mais voilà, ils n'ont pas spécialement de choses mises en place plus qu'autre chose. Et donc, ben, en fait, quand il y a eu l'IA qui est arrivée il y a déjà quelques temps, chaque département a démarré de façon très, très disparate. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient en industrie créative et numérique, ils n'avaient pas trop le choix d'avancer très vite. Par contre, tous ceux qui étaient en PEDA, bon, déjà, le PEDA, on connaît tout ce qui est numérique. Il y a quand même, en tout cas pour une partie de mes collègues, ce côté un peu éloignement, voulu ou non, et très virulent ou non, voilà, c'est selon. Mais aussi parce qu'on ne voyait pas plus, en tout cas certains de mes collègues ne voyaient pas plus l'intérêt d'aller chipoter à tout ça et l'impact que ça allait avoir sur l'enseignement il y a 1 an et demi, 2 ans. Là, maintenant, ils commencent à le voir, je pense. Mais donc, déjà, selon un département, de façon globale, on a vu des choses se mettre en place plus ou moins vite. Et jusqu'à début de cette année, il n'y avait absolument rien d'institutionnel pour tout le monde en place. Il n'y avait pas de charte IA, il n'y avait rien dans le règlement des études, il n'y avait vraiment rien jusqu'au début de cette année. Ça a été validé l'année passée.
après, chaque département avait certaines règles. Il y avait déjà des choses dans les engagements pédagogiques, dans les briefings de cours, etc. Parce que, voilà, notamment en industrie créative et numérique, il n'y avait pas trop le choix. Et notamment parce que l'IA étant dans le jeu vidéo par définition, eux, ils ont dû démarrer là-dedans, donc ils ont beaucoup travaillé dessus. Donc moi, l'année passée, j'étais prof donc en section 1, 2, 3, donc en PEDA, et je donnais formation par le numérique. Alors j'étais remplaçante, donc c'était un peu compliqué, c'était un peu au jour le jour, on va dire. J'avais 2 groupes, donc les sections 2, 3 ensemble, les sections 1 ensemble, enfin seules. Donc j'avais une trentaine, quarantaine d'étudiants ou une grosse quarantaine d'étudiants. Et de base, moi, mes engagements pédagogiques, comme c'était pas mon cours, c'est pas moi qui les avais faits. Et pour le moment, en tout cas, on les laissait très, très vagues, les engagements pédagogiques. Alors sur l'IA, c'est très simple, il n'y avait rien dans ceux-ci. Et de base, comme je dis, ils étaient flous, même au-delà de l'IA, quoi. En plus de ça, comme je vous dis, moi, j'étais en remplacement. Donc, sous-entendu, je faisais comme je pouvais au fur et à mesure. Et on a une certaine proximité avec nos étudiants en PEDA parce qu'on n'est pas un gros département. Et donc, il y avait une certaine confiance entre nous. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, mon examen final, pas un examen, c'est un travail. Et c'est un travail assez basique parce qu'en fait, il n'y a pas 50 000 trucs qu'on voit en formation par le numérique. En gros, il y avait une grosse partie, c'était une étude de cas où ils doivent expliquer, créer une séquence pédagogique et puis l'analyser au regard des modèles théoriques d'intégration numérique et faire tout ça. Et notamment, j'avais rajouté pour le côté un peu complexification, mais aussi lien avec tous les cours que je donnais, ce côté réflexif où en fait à chaque cours, on s'arrêtait 10 minutes à la fin du cours pour réfléchir à ce qu'on avait fait et réfléchir à notre pratique d'enseignant ou de futur enseignant par rapport au cours qu'on venait d'avoir. Donc ce côté réflexif que je voulais mettre en place parce que je pense que c'est ces moments de stop qui leur permettaient d'avancer. Et donc dans l'examen, il y avait un peu ce résumé de tout ce qu'ils avaient fait durant les cours au niveau réflexif. Donc, vous voyez bien que mon travail, en termes de IA-proofed, il était chaud patate, c'est-à-dire qu'a priori, un étudiant pouvait me le faire en IA de A à Z. Et j'ai dû trouver des solutions, mais que je n'ai pas pris le temps de faire ça correctement. Et donc, mes solutions, la première chose, c'est que j'ai rien fait à l'écrit. J'ai carrément oublié dans mes consignes de travail de mettre quelque chose à l'écrit. Voilà, et je m'en suis rendu compte même après l'année. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui m'a tilté au moment où j'ai présenté mes consignes d'examen. Absolument pas. Donc déjà une grosse erreur que je ne referai plus cette année, mais donc qui moi ne me permettait pas derrière de faire quoi que ce soit si vraiment un étudiant fraudait. Si tant est que je trouve qu'il avait fraudé, parce que de nouveau, comment on vérifie ça? La deuxième chose, globalement, quand j'ai tilté qu'il fallait quand même que je refasse un petit stop sur certaines choses et éviter qu'ils me fassent vraiment tous leurs travaux avec l'IA, j'ai fait quelque chose que je n'aime pas faire. Je me suis mise un peu en experte de la chose. Alors, comme je disais hier, je suis un peu experte. Je n'aime pas ce mot parce qu'avec l'IA, dire qu'on est expert, je pense, c'est un petit peu présomptueux à l'heure actuelle. Et donc, l'expertise avec des gros guillemets. Mais donc, en gros, j'aurais dit, je forme à l'IA. Et en gros, si vous n'êtes pas très doué avec l'IA, je reconnaîtrai ce que vous avez mis dans votre travail comme de l'IA. Et là, pour le coup, j'ai la chance d'avoir des étudiants pas méga doués avec l'IA, je pense, parce que j'ai effectivement vu les changements, etc. Et donc, j'ai vu certaines choses. Sous-entendu, je sais dénicher la triche, ce qui est à moitié vrai, parce que si l'étudiant est un petit peu doué dans l'utilisation de l'IA, à l'heure actuelle, plus personne ne sait dénicher la triche. On va être très clair sur ça. Et ceux qui osent me dire oui, ils sont dans le déni. Sachez-le. La méthode Coué fonctionne très bien pour certains. Mais donc, ça, c'est une autre chose que j'ai faite. Donc, les deux choses que j'ai faites et pas faites en l'occurrence, c'est pas d'écrit et ce côté un peu
je ne veux pas dire que c'était un côté le bâton et la carotte, mais c'était une forme de bâton en mode je sais quand vous faites des bêtises, ce qui n'est pas totalement vrai. Mais par contre, ce que j'ai fait aussi, c'est que je leur ai dit, moi j'accepte toute une série de choses. Moi, je ne dis pas que vous ne devez pas utiliser l'IA. Vous pouvez l'utiliser. Il y en a, je sais, qui ont des gros problèmes d'orthographe, etc. Bah, si vous ne savez pas vous payer Antidote, oui, l'IA peut être une solution. OK. Mais dans ce cas-là, je leur ai dit, c'est la seule règle que je vous demande, c'est que s'il a utilisé dans des cas comme celui-là, ou dans des cas de brainstorming, ou ce genre de choses, des choses, en fait, je leur ai donné une liste de 3-4 cas où réellement, il n'y avait aucun souci pour moi d'utiliser l'IA, bah, c'était de me le mettre. Je voulais au moins une phrase / un paragraphe qui me dise, j'ai utilisé l'IA, et me dire laquelle si c'était possible, évidemment. J'ai utilisé l'IA pour tel ou tel usage. Pour le coup, je pense que l'aspect confiance a joué, puisque la plupart des étudiants où j'ai remarqué des changements dans les textes, etc., et où j'avais des doutes, il y avait effectivement une phrase, quelque chose qui me disait qu'ils avaient utilisé l'IA. Après, encore une fois, sûrement un gros pourcentage d'erreurs de ma part et potentiellement, je me suis fait avoir, j'en sais trop rien. Je trouvais les travaux OK, donc pas sûr qu'ils aient utilisé beaucoup l'IA. Bon, de toute façon, de façon pas très efficiente, à mon avis. Petite anecdote, j'ai quand même eu un étudiant où son travail était très bien fait et la seule phrase où il y avait des fautes d'orthographe, c'était la phrase où il mettait « l'IA a été utilisée pour les corrections orthographiques ». Je me suis dit qu'effectivement, c'était le cas, et c'est gentil de le préciser, avec des fautes dans la phrase. Mais voilà, donc non, c'était assez fun, et là, j'ai bien rigolé. Une autre chose que j'ai faite très, très, très rapidement et que je ferai un peu plus cette année, bah, c'est qu'en fait, je leur donne ce que je vous disais hier, je leur donne des pistes. Je dis, OK, je ne vous incite pas à utiliser l'IA. Par contre, si vous êtes des fans d'IA et que vous allez utiliser l'IA et que c'est un peu compulsif, eh bien, voilà les IA que je vous conseille, la façon de les utiliser et pourquoi vous devrez les utiliser comme ça. Alors, j'en donne pas 10 000, je donne des exemples que je pense être OK par rapport aux règles, et maintenant, je vais vous expliquer après, par rapport aux règles de l'école, puisque maintenant, il y a des cadres, et voilà, et je ne passe pas 3 heures dessus. Je leur dis que s'ils ont des questions, ils peuvent venir me trouver, mais je ne fais pas des cours dessus parce que, bah, comme je vous disais hier, j'ai 24 heures de cours. Je ne peux pas me permettre de faire un cours entièrement sur l'IA parce qu'on doit avoir beaucoup d'autres choses. Et comme j'ai des élèves cette année en section 1, c'est un peu différent du reste. Voilà ce que j'ai fait. Donc, des choses potentiellement OK et d'autres moins bonnes, hein, voilà. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il y a au sein de la haute école? Depuis cette rentrée, on a 2 choses. Alors, en gros, dans le règlement des études, on a tout un mini paragraphe sur toute la partie utilisation de l'IA. Donc, en gros, qui est dans la partie plagiat, ou s'il est détecté de l'IA, bah, c'est de la fraude. Surtout si ça n'a pas été mentionné, que toute utilisation vraiment de parcelles de l'IA sera considérée comme de la fraude. De nouveau, on en revient à la question de comment on détecte ça. La même chose, pas trop d'idées, puisque nous, on a compilation, mais compilation normale, donc sans détection IA, et que de toute façon, avec détection IA, comme disait Dominique, je crois, hier, absolument pas fonctionnel, en tout cas pas assez fonctionnel pour avoir ce côté preuve de la problématique. Et en annexe du règlement des études, on a une charte IA, où là, l'idée, c'est d'expliquer que quand on veut citer l'IA, ben, on fait les normes à part, qu'il y a 3 possibilités pour les enseignants, et donc là, ça renvoie la responsabilité aux enseignants de dire, en fait, pour chaque cours, l'enseignant va vous dire si l'IA est interdite, l'IA est acceptée ou l'IA est acceptée selon des règles ou selon à des moments spécifiques de tel travail, etc. Et donc, on a 3 possibilités. Et globalement, de nouveau, ça renvoie à cet aspect de fraude, etc. Et aussi à des types d'usages. Donc,
usage responsable, usage durable et transparent, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, en gros, on a repris 3 usages. Alors, c'est tout un travail qui a été fait à la cellule d'appui pédagogique. Ce sont mes collègues qui ont fait ça, où en gros, on a récolté tous les documents officiels qu'il y avait, et notamment d'autres chartes IA, d'autres règlements d'universités et d'autres écoles, et qui ont proposé quelque chose. Ça a été validé, en tout cas, ça a été travaillé avec les coordinateurs de département. Donc, il y a eu un gros travail dans chaque département de présentation de ce qu'on voulait mettre en place et de validation, mais aussi de rectification, etc. Puis, ça a été validé dans les différentes instances de la haute école. Et donc, depuis cette rentrée, c'est mis en place au sein de la haute école. Comme je vous dis, il y a un département, c'est sûr et certain, ils ont déjà leurs règles un peu internes qui sont assez similaires enfin voilà, qui rentrent dans les cadres de la haute école. Donc ce département-là, c'est les ICN, donc Industrie créative et numérique, où clairement là, depuis facilement 2 ans, ils ont des règles parce que ils utilisent l'IA, clairement. Et que certains des logiciels qu'ils utilisent ont de l'IA intégrée aussi dedans, donc voilà. Et voilà, et donc là maintenant, il y a aussi tout le travail d'accompagnement et de formation qu'on essaie de mettre en place, doucement parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire et que de base, les outils institutionnels de base sont déjà pas super fonctionnels dans l'école, donc dans le sens où il y a déjà un travail de formation sur les outils de base avant de travailler l'IA. Et donc on forme à l'IA déjà depuis l'année passée, et notamment pour accompagner, et là je rejoins mon collègue, tout ce qui est travaux académiques. Et donc, on fait une journée spéciale chaque année sur ça. Voilà. Et c'est fini pour moi. Un grand merci, Céline. Alors, je relève une réflexion qui est apparue dans le chat, donc réflexion que je vous partage, hein, si vous n'êtes pas connecté du coup, qui vient de Dominique. Je suis surpris pour un aéropage de profs et de conseillers et conseillères PEDA d'observer combien l'orientation contrôlante paraît dominer les propos et non ce qui est fondamentalement en jeu du point de vue pédagogique, le principe du surpassement. 4e principe de la charte Liège. Pour le coup, de mon côté, je ne compte pas. De mon côté, je compte dire que l'utilisation de l'IA est OK dans mon cours. Mais je préfère qu'ils me le disent, je préfère qu'on en parle, je préfère, comme je disais, au sein de mes cours, c'est prévu que j'en parle, que j'infuse ça. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas dans les cours autour du numérique, il sera très rarement fait sur les 4 ans, en tout cas en PEDA, je pense. Pas parce qu'on a des collègues aussi qui ne se sentent pas à l'aise avec ça et donc ils ne vont pas aller sur ce terrain-là avec les étudiants, très clairement. Donc moi, voilà, je compte faire ça un minimum dans mon cours. Après, on verra ce que ça donne, mais l'idée, c'est pas d'interdire et c'est pas de contrôler, c'est de trouver quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi parce que comme c'est au Q2, je n'ai pas encore réfléchi à ça. J'y penserai en janvier, pas janvier, de préférence, mais voilà, globalement. Mais oui, je comprends et c'est pas évident. C'est pas évident de trouver un juste milieu parce que quand je vois l'utilisation des profs de l'IA par les profs, je suis pas au clair avec l'utilisation des jeunes. Enfin, on en parlait hier, mais pour le coup, fustiger les jeunes alors qu'on voit l'utilisation de nos collègues par rapport à l'IA, ou de collègues au sens général, pas nécessairement de ma haute école, mais j'ai 3 boulots différents, donc je vois l'utilisation de l'IA dans pas mal de contextes et je vous assure que avant de fustiger les élèves, regardez vos collègues et regardez votre utilisation. Et puis, voilà, ça permet aussi des fois de mettre en miroir et de se rendre compte que on n'est peut-être pas des modèles non plus, y compris moi, soit dit en passant. Vous avez vu hier, hein, mon PowerPoint, il était dégueulasse. Au moins, celui-là, il est bien, c'est Canva. Ouais. Mais donc, voilà, globalement, c'est toute la réflexion et c'est une grande réflexion que j'ai personnellement sur l'utilisation même du numérique au sens large, même en tant que technopéda. Voilà, parce que ça change beaucoup de notre société, ça dit beaucoup de notre société.
au-delà même de l'enseignement. Un grand merci. Je ne sais pas s'il y a des réactions dans le public. Quelqu'un peut me lever et faire mon petit jogging. N'hésitez pas. Hein. Et on a déjà bien pré-shot avec toutes les questions. Il y a la suite de réflexion. Il y a la suite de la réflexion. Je vous la partage. D'abord, Dominique, je te remercie pour la réponse. En tout cas, il faut observer combien l'IA, sous l'orientation contrôlante, a créé un affreux niveau jamais atteint de méfiance prof et élève. Ah oui, oui. Ah bah ça, on est d'accord. Et je pense qu'on sous-estime la méfiance que nos étudiants ont envers nos contenus. Je pense qu'il y a des étudiants qui sont persuadés que certains profs n'en foutent pas une et donc font tout avec l'IA. Et en fait, comme nous, on a l'impression que, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'utilisent pas l'IA. Moi, j'ai des étudiants qui n'aiment pas ça, qui ne veulent pas toucher à ça. Donc, attention à ne pas mettre tout le monde dans le même paquet parce que du coup, c'est pas agréable pour eux non plus de se sentir, mis devant sur la scène comme ça alors que voilà, ça ne fonctionne pas quoi. Donc voilà. Mais oui, bah oui, miroir. Je pense que on oublie un peu trop souvent la responsabilité des enseignants et le regard de nos étudiants et le regard qu'on porte sur nos étudiants. Et en fait, au-delà des usages et des outils, il y a aussi tout ce côté, c'est quoi le regard qu'on a sur nos étudiants et inversement les étudiants sur nous. Quelle représentation ils ont de tel ou tel prof au-delà même de l'IA. Mais donc, voilà, s'ils ont la représentation d'un prof qui n'en fout pas une parce qu'il arrive toujours en retard au cours, par exemple, bah, il y a ce côté, ouais, du coup, lui, sûr et certain, il utilise l'IA pour faire son cours. Alors que non, peut-être même pas. Enfin, voilà. Donc, voilà, je pense qu'il y a un gros travail à avoir avec ça et ne pas trop vite penser que les étudiants sont les méchants et que nous, on est les gentils. C'est un peu plus compliqué que ça. Oui. Exige beaucoup des étudiants en termes de transparence. Ouais. Et finalement, quand on discutait au niveau, combien de profs sont par exemple abonnés à ChatGPT et utilisent, je sais, j'ai pas dit que plagier, mais utilisent ChatGPT, moi je en fais partie, ou autre que ChatGPT. Combien de profs mentionnent ça dans leur présentation générée par ceci ou cela, ou pour un contenu de cours, les images proviennent en majorité de ceci, de cela. Je pense qu'il faut aussi commencer par former les profs. Si eux montrent l'exemple, ça ira peut-être mieux du côté des étudiants, mais pour le moment, ça n'est pas le cas du tout. En tout cas, moi, je parle haute école, peut-être qu'à l'université, c'est très différent. Mais je pense qu'il faudrait déjà commencer par là. Moi, je suis sûr que si je parle à 10 collègues de l'IA, je peux expliquer, je suis paumé. Ah ouais. C'est triste. À l'heure actuelle, c'est ça. C'est ça. Et j'ai envie d'ajouter par rapport à la réflexion, c'est qu'on parle beaucoup de méfiance, mais je me dis, à un moment donné, si on utilise des méthodes pédagogiques qui laissent justement place à la méfiance, parce que ce sont des méthodes qui finalement ne sont plus adaptées à la réalité actuelle et qui finalement, comment on dit, permettent à l'étudiant de réussir en utilisant les outils actuels. Ben, j'ai envie de dire, plutôt que de cultiver la méfiance, peut-être faut-il se questionner sur l'adéquation des méthodes qu'on utilise, étant donné le contexte. C'est plus ça pour moi, parce que autrement, si on reste dans des méthodes, si on reste dans des méthodes, j'ai envie de dire entre guillemets rétrogrades, on est dépassé, et qu'on se dit je vais empêcher les étudiants d'évoluer, ils doivent rester, voilà, faire fi de toutes les ressources qu'ils ont autour d'eux pour pouvoir réussir l'examen. C'est pas réaliste, quoi. Je me dis, à un moment donné, il faut aussi se questionner sur notre posture, je pense. Ouais, moi, je vois une réflexion sur le texte écrit. Alors, si c'est texte écrit au niveau dactylographié, je suis prof, je déteste écrire parce que à cause de mon ordinateur, et pas de l'IA, à cause de mon ordinateur, où je suis tout le temps dessus, j'écris de moins en moins, mais donc du coup, j'écris de moins en moins bien. Et donc, moi, j'ai même mon homme qui me dit que j'écris comme un médecin, ce qui n'est pas le cas. Je suis désolée. Et donc, voilà, j'ai une forme de, je ne vais pas dire de honte, mais on va de toute façon pas savoir me lire. Et donc, tant qu'à faire, je préfère écrire sur un ordi. Si c'est ça qu'on entend par, je ne sais plus qui disait ça, Bernard, si c'est ça que tu entends par ils veulent plus écrire, moi non plus. Et j'en suis désolée. Si c'est ne plus écrire dans le sens ne plus écrire soi-même et faire amener le côté IA,
Ça, c'est un travail que j'ai pour le moment au niveau de l'UNAMUR. Et ce qu'on réfléchit, c'est est-ce que c'est pas une question identitaire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le stress de se faire évaluer tout le temps. Eh bien, je donne la responsabilité à l'IA de faire mon travail. Comme ça, si je rate ou si je réussis, ben, en fait, c'est pas moi, c'est l'IA. C'est l'IA qui rate. Et donc, il y a ce côté identitaire très fort, présent. Et c'est quelque chose qu'on est en train justement d'investiguer à l'UNAMUR sur la recherche sur laquelle je travaille, parce que c'est quelque chose qu'on est en train de se rendre compte. Enfin, là, on est en train de faire le questionnaire. Enfin, on le fait passer et on a eu une discussion avec des étudiants en S4 et S5. Donc, c'est quand même pas non plus des étudiants de 20, 21 ans. En tout cas, la plupart ont un peu plus. Et dans la discussion, ben, on voit qu'il y a beaucoup ce côté non, mais ces étudiants, il faudrait vraiment les former. Oui, mais vous, votre pratique, qu'est-ce qu'elle change? Oui, mais les étudiants, il faut les former. Et on revient en boucle sur toujours les mêmes choses. Et jamais ils prennent à vif, au corps, ce truc de moi, en tant qu'étudiant dans mes cours en S4 ou S5, et moi, en tant que prof de secondaire, de primaire, parce que là, on est avec des profs de secondaire et de primaire, qu'est-ce que ça dit? Enfin, l'IA, elle est où et comment je me positionne? Et en fait, ils ne répondent pas à la question. Jamais. Ils n'y répondent pas. C'est toujours externe, c'est toujours des solutions et des causes externes. Toujours. Mais eux, ah oui, il faudrait peut-être changer des choses, mais voilà. Mais il faut changer des choses. Oui, mais toi, dans ta pratique en tant qu'enseignant, en tant que personne, en fait, il n'y a rien qui ressort. Ou très peu. Et donc, il ressort beaucoup, justement. De nouveau, même en tant qu'enseignant, c'est identitaire. Voilà. Oui, et ce sera la dernière des interventions. Je suis bien désolé, juste pour respecter le planning, pour que chacun ait l'occasion. Je te laisse la parole. Dans le cadre du GT d'IA qu'on a au niveau institutionnel, la demande des profs pour la formation étudiante est énorme, mais quand on parle de formation des enseignants, ils disent non, non, moi je le fais de mon côté, ou je sais, et c'est vraiment, enfin, c'est le plus marquant, quoi. Donc, voilà, dernière réflexion pour terminer là-dessus. Oui. Il y aura encore du boulot. Donc, le calendrier de l'IA-Vente que je vais vous proposer, c'est une initiative, comme l'outil que je vous ai proposé hier. Donc, hier, je vous ai proposé un outil, la boîte à prompt, qui n'était pas encore diffusé. Celui-ci est diffusé depuis l'année dernière, donc c'est pas le même. On a notre deuxième édition. Et donc, depuis l'année dernière, je vais essayer de pas trop cafouiller parce qu'en plus, j'ai, je pense, 2 ou 3 de mes collègues qui ont collaboré à concevoir ce calendrier, qui sont à distance. Et donc, surtout, dites-moi si je dis des bêtises. Euh, donc, l'année dernière, on a pris l'initiative de faire un calendrier de l'Avent. Et donc, tous les jours, au mois de décembre, vraiment sur le modèle d'un calendrier de l'Avent, on a fait ce calendrier sous forme de Geniali. Et tous les jours, il y a une boule supplémentaire qui s'active et qui permet aux personnes d'aller cliquer dessus et de découvrir un outil d'IA ou une info sur l'IA, où on essayait vraiment de le voilà. C'est à partir du mien. Mais c'est Ah oui, c'est pas le grave. tien, mais Voilà. du coup, on a tout. Moi, j'avais réussi à projeter juste la bonne fenêtre, mais c'est pas grave, c'est bien comme ça. Euh, donc, tous les jours, un outil d'IA ou une info sur l'IA ou un quiz IA. On essaye vraiment de varier les approches. Et donc, je vous montre simplement ce que ça donne. Par exemple, le premier, c'est simplement une vidéo, comment fonctionne l'IA. Là, c'est vraiment prévu pour les néophytes. C'est quoi l'IA, comment ça fonctionne, etc. Et là, c'est simplement une vidéo YouTube. Donc, on a essayé de d'abord utiliser des outils déjà existants plutôt que de faire de nouveaux outils nous-mêmes. Le 2, ah, ça, j'aime bien. Mais je les aime bien tous, hein. Photo réelle ou photo IA, c'est un petit jeu, en fait. Et donc, quand on clique sur le jeu, on a la consigne. Je dois écrire réel ou IA. Et donc, ici, qu'est-ce que vous dites? Réel ou IA? Réel? Eh oui, c'est bien une image réelle. Celle-ci? Qui dit réel? On fait la main levée. 2, alors du coup, je dis IA, hein. Et non, c'est bien une image réelle. Vérifier la réponse, indiquer la solution. Voilà, encore une et puis on arrête. Enfin,
Ça, c'est IA. Ça, c'est IA. Et oui, bien qu'elle soit, le portrait donne bien, c'est bien éclairé, c'était également généré par l'IA. Et on a vraiment tenu cette année-ci, parce que ce n'était pas encore le cas l'année dernière, mais cette année-ci, de notre jeu photo réel ou photo IA, dans les photos IA, il n'y a plus spécialement des erreurs. L'année dernière, on voyait encore 6 doigts, on voyait encore des cheveux qui se floutaient bizarrement ou une oreille qui était pas complète. Cette année-ci, on voit que en fait, le portrait ici, il y a... Alors oui, il y a le flou des cheveux qui pourrait prêter à confusion, mais franchement, la photo, elle est quasi parfaite, quoi. Il y a plus ces grossières erreurs qu'on voyait au début sur les photos de l'IA. Je vous montre encore quelques exemples. Oh, ça, c'était celle de Saint-Nicolas. Et donc, on a fait une petite vidéo. En fait, on a pris une photo. Quand je passe ma souris dessus, je vois la photo originale qui apparaît. Ah, lui, il bouge plus, quoi. C'est bon. Voilà. La photo de Saint-Nicolas, c'est une photo que j'ai trouvée simplement sur Google. On a fait générer un petit texte par ChatGPT. Bonjour les amis, c'est Saint-Nicolas, gna gna gna. Et avec l'outil Agen, à partir d'une photo et d'un texte, on peut... Je sais que vos journées sont bien remplies entre travail, cours et préparation des examens. Mais souvenez-vous, chaque effort vous rapproche de vos rêves. Prenez soin de vous, gardez le cap et surtout, accordez-vous une petite douceur aujourd'hui. Vous l'avez bien mérité. Voilà, donc ça, voilà, c'était un peu haché sur la vidéo, enfin sur l'écran ici, mais je vous promets qu'en vrai, c'est beaucoup plus fluide. C'est juste que comme ici, on passe par plusieurs canaux, c'est un peu haché. Et donc, il y avait vraiment toute la réflexion aussi derrière ce calendrier. Est-ce qu'on n'est pas en train de trop encourager l'usage de l'IA? Parce qu'on a eu, on a eu plusieurs retours, évidemment. On a des collègues qui sont... En fait, ce qui se passe, c'est qu'une semaine avant, la com interne de l'Enalux envoie un mail à tout le monde. Tout le monde, c'est enseignants, admin et étudiants, donc un public de 7000 personnes en tout. Et donc, une semaine avant, il y a le teasing, on va dire, et donc ils reçoivent une capture d'écran avec juste le calendrier qui ne fonctionne pas encore. Il n'y a encore aucune boule qui clignote. Et ensuite, tous les lundis matins, pendant le mois de décembre, ils reçoivent un mail tous les lundis matins. On n'a pas voulu faire un mail tous les jours parce que ce n'est pas l'idée non plus de harceler les gens, ni de faire des mails poubelles. Tous les lundis matins, un petit rappel avec le lien vers le calendrier. Et il y a aussi, en fait, sur le portail Enalux, il y a un système de valve. Et donc, il y a une valve qui dure tout le mois de décembre et qui dit n'oubliez pas d'aller voir votre calendrier de lit avant. Donc, on a des retours de pas mal de collègues qui nous disent « Ah, ben, c'est chouette, ça distrait, enfin, ça nous apporte un peu de bonne humeur et tout. » C'est que des trucs branchés bonne humeur ou presque. On a eu un seul retour d'étudiants. C'était des étudiants d'une section qui n'est pas connue pour être pro-IA. C'est une section qui... voilà, c'est des sections... voilà, la légende dit que les étudiants ont des Nokia 3310. Et, et donc, on a eu un retour d'un étudiant qui disait moi j'ai trouvé moralisateur, mais bon, je pense à partir d'une bonne intention, qui nous mettait en garde sur les dérives de l'IA. Ça prend le boulot des graphistes, ça prend le boulot de d'autres sections aussi. C'est au niveau environnemental, c'est une catastrophe, etc., etc. Et donc, on lui a répondu en disant que justement, il y avait des formations qui étaient proposées à destination des enseignants et à destination des étudiants à l'Enalux, que s'ils souhaitent dans leur section une formation plus spécifique sur les outils de leur propre métier, ils peuvent faire une demande au service d'accompagnement à la réussite. Et d'autre part, ça tombait bien, on avait une boule où on ne savait pas encore très bien quoi mettre, alors on a mis un truc, attention, usage de l'IA n'est pas toujours opportun. On veut vraiment insister sur le fait qu'on n'encourage pas l'usage de l'IA, mais on l'autorise. En tout cas, à l'Enalux, c'est le message qui est donné. Et moi, j'ai vraiment beaucoup bataillé pour que dans les chartes, on ne dise pas l'usage de l'IA est encouragé, mais on dit, voilà, l'usage de l'IA est autorisé dans un certain cadre. Et voilà, voilà quels sont les usages. Ici, c'est un usage presque purement récréatif. Je regarde lequel je pourrais vous montrer encore. Ben, ici, c'est Quick Draw, c'est aussi un jeu. Celle-ci, on a beaucoup ri parce que c'était... ça, c'est une boule qu'on a reprise de l'année dernière et en fait, c'était chacun de nos directeurs de domaine
on a pris une photo, on leur a demandé en quoi ils voulaient se déguiser. Et on les a fait passer dans Magic Remix. Et voilà, ils ont tous leur déguisement. Le souci, c'est que Magic Remix, cette année-ci, n'existe plus. Enfin, le souci, je ne sais pas, parce que finalement, on le fait une fois, c'est bon. On a assez bousillé la planète comme ça, il n'y a pas besoin de le refaire 10 000 fois. C'est vite addictif. Et c'est vite addictif. Et donc, voilà, c'est pas très. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire ce truc-là. Hier, c'est une petite vidéo, ça c'est moi qui l'ai faite. Comment créer une infographie avec Napkin. Et voilà, c'est une petite vidéo qui vous indique comment, avec Napkin, qui est un outil d'IA, on peut créer une infographie. On sait aussi maintenant que Notebook LM fait aussi des très belles infographies. Ce qui est chouette, c'est que celles de Napkin et celles de Notebook LM ne sont pas du tout dans le même style. Donc, je trouve que les deux outils ne sont pas concurrents parce que les infographies qu'on obtient sont très, très différentes. Je ne peux pas vous montrer la vidéo du 19 parce que moi je l'aime bien. En général, le 19, enfin, le dernier jour, on essaye de faire un peu le bouquet final du feu d'artifice. Mais comme on n'est pas encore le 19, je ne peux pas vous la montrer. Je vais vous montrer celle de l'année dernière. L'année dernière, ça tombait le 20. C'était un beau jour parce que le 20 décembre, comme vous le savez tous, c'est le plus beau jour de l'année. La lumière revient. C'est mon anniversaire. Je sentais que c'était. Et donc, ce qu'on a fait ici, il s'est prêté au jeu, vous allez voir, avec un bonheur non dissimulé. C'est notre directeur-président qui souhaite simplement joyeux Noël et bonne année à toute l'équipe. Et avec Agen, on l'a fait parler différentes langues. Donc, la vidéo a été faite en français. Et après ça, avec Agen, on a généré des vidéos dans différentes langues. Et on a essayé de prendre des langues qui étaient éloignées justement de notre réalité pour un effet plus rigolo que le fait que s'il parle en néerlandais ou en anglais, c'est moins drôle. عندما تريد زملائي الأعزاء بينما تقترب السنة من نهايتها أود أن أقدم لكم أطيب تمنياتي بعيد ميلاد مجيد وسنة جديدة مليئة بالوعود اعتنوا بأنفسكم واستمتعوا تماما بهذه العطلة الاحتفالية. Vous l'avez reconnu? C'était l'arabe. 随时都可以。亲爱的同事们，随着年末的到来，我想向大家致以最美好的圣诞节祝福。Il parle très bien chinois aussi. J'avais soumis aussi la vidéo. Mais en fait, je l'ai fait en roumain, par exemple, et on a une de nos directrices qui est d'origine roumaine, et elle m'a dit que c'était vraiment bluffant parce qu'on dirait vraiment que notre directeur-président, qu'elle connaît très bien, parle vraiment roumain, et donc elle était morte de rire en le voyant parler roumain. Mais elle dit qu'en fait, c'est une traduction très littérale et que donc il utilise des formulations qu'en fait, en roumain, on ne dirait pas comme ça. Parce que c'est du langage aussi, quand on souhaite les joyeuses fêtes, c'est un langage très marqué culturellement. Et en fait, ben, là, ça ne matchait pas. Quoi. Mais sinon, par exemple, en arabe, oui, il dit c'est bien ça qu'il dit. En chinois, je ne sais pas, je ne maîtrise pas le chinois. Pour le roumain, on ne l'a pas mis ici parce qu'en fait, on a généré beaucoup de vidéos et puis on en a sélectionné de manière à ce que la vidéo ne dure pas une demi-heure non plus. Donc voilà, ce calendrier de l'IA, c'est celui de l'année dernière, je reviens celui de cette année-ci. Et beaucoup d'heures de boulot, évidemment. Et voilà, on verra ce que ça donnera dans les années précédentes. Là, on l'a fait 2 années de suite. Il y avait aussi la question de est-ce qu'on le refait cette année-ci ou est-ce qu'on change de sujet? Et moi, j'ai vraiment beaucoup insisté pour qu'on refasse sur l'IA parce que je trouve que l'IA est encore tellement nouvelle, et elle imprègne tellement finalement toutes nos pratiques d'enseignement, mais finalement elle a des influences sur tous les aspects de notre vie quotidienne aussi, que je trouvais que ne pas faire le calendrier de l'avant sur l'IA, ça risquait de montrer que c'est bon, on passe à autre chose. C'est pas comme le Covid. Le Covid, un jour, on a pu déclarer le Covid, c'est fini, tout le monde peut sortir de sa maison sans masque. À propos de l'IA, on ne peut pas le dire. Ça va s'imprégner dans nos pratiques et peut-être que ça va finalement tellement tout imprégné qu'on ne verra plus là où il y a de l'IA et là où il n'y a pas d'IA, mais on ne pourra pas dire un jour c'est fini. Ceci dit, je ne sais pas si l'année prochaine on fera encore sur l'IA parce qu'on a envie de se renouveler aussi. Mais donc voilà notre calendrier de l'IA avant qui fait partie donc de toute une... C'est un des éléments qu'on a mis en place à l'ENALUX pour s'approprier l'IA et surtout parce que je réagis à ce que Dominique disait par rapport j'ai oublié les thèmes qu'il avait utilisés, mais au fait de vouloir toujours vérifier si les étudiants utilisent l'IA ou pas. Surtout encourager une posture accompagnante, donc de la part de nous qui sommes déjà la cellule d'accompagnement. Donc cette posture-là, on essaie de l'habiter et de la diffuser, mais aussi de la part des enseignants de se dire
qu'on va être dans une posture accompagnante vis-à-vis de l'IA plutôt que dans une posture coercitive. Mhm. Tout à fait. Mhm. Mhm. Et le thème plus-value, je trouve, il est essentiel, autant pour l'IA que pour chaque nouvel outil qui arrive. Par exemple, la plus-value je parle d'un point de vue purement de la vie quotidienne, mais de Chine qui nous envoie des vêtements en Europe, la plus-value, ben, on doit considérer elle est négative en fait. Et donc, il y a vraiment cette attitude qu'on doit tous avoir de ne pas commander chez Chine parce que c'est une moins-value. Et en fait, on doit se poser la question, c'est vraiment, je pense, oui, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment notre conscience citoyenne qui doit se dire, pour chaque nouvel outil que j'utilise ou chaque nouveauté qui apparaît, je me pose la question, quelle est la plus-value? Si la plus-value, je ne l'identifie pas, et comme c'est le cas pour certaines personnes qui considèrent que l'IA n'a pas de plus-value, ils décident de ne pas l'utiliser. Et j'ai lu aussi une phrase qui m'a interpellée il n'y a pas longtemps, parce que moi, jusque maintenant, je disais, l'IA, c'est un outil supplémentaire qui nous arrive, comme il y a eu la révolution avec la calculatrice, il y a eu la révolution avec Internet, il y a eu la révolution avec le fait utiliser le mieux possible. Et en fait, cette réflexion que j'ai entendue, le gars disait non, en fait, l'IA, c'est pas un outil parce que ça a des influences sur tellement tous les aspects de notre vie quotidienne que on ne peut pas considérer que c'est un outil. Un outil, je l'utilise à un moment donné, à un moment, je le referme, je le range, il est plus là. Mais l'IA, elle est là tout le temps. Et donc, notre façon d'appréhender l'IA doit aussi tenir compte qu'on on peut pas décider de faire sans. Enfin, en tout cas, je pense que dans notre posture d'enseignant, on ne peut pas décider de faire ça. Je pense que l'IA est un paroxysme du changement de paradigme qui a lieu depuis quand même plus de 20 ans avec le numérique. Plein de beaux mots dans la même phrase. Mais à un moment donné, avant même l'IA, le numérique a énormément changé. Oui. Depuis moitié des années 90, que comme c'était de façon progressive et mignonne, ou en tout cas relativement par rapport à ce qui se passe maintenant, peu de gens se sont plus inquiétés que ça, quoique il y a quand même eu toute une série de choses qui a évolué, qui ont fait que, ah oui, ok, mais là maintenant il y a l'IA, c'est un boom énorme, et en fait, le boom il est là depuis un petit temps, et c'est juste que l'IA cristallise tout ça, parce que oui, là c'est très clair, quoi, ça se voit du jour au jour le jour, c'est-à-dire que tu as une mise à jour d'une IA, c'est bon, il y a un truc qui change qui fait que tu ne sais pas comment tes étudiants vont faire leur blocus dans une semaine, en fait. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de très particulier, c'est que quand les ordinateurs ont commencé à devenir démocratiques, on a eu... J'avais allumé le micro, pardon. Enfin, le haut-parleur. Quand les ordinateurs ont commencé à devenir démocratiques, c'est arrivé petit à petit dans les familles d'avoir un ordinateur. Et puis, on a commencé à avoir Internet. Au début, c'était, je ne sais même plus comment ça s'appelait, mais en tout cas, c'était payant comme un câble téléphonique. Et donc, on faisait super, pas trop l'utiliser parce que c'était payant. Et puis, rapidement, c'est devenu entièrement démocratisé. Mais contrairement à l'IA, tu vois, on peut dater le jour où c'est arrivé. Je parle de l'IA générative, grosso modo de ChatGPT. Le 30 novembre 2022, c'est apparu. Et à partir du 1er décembre, le monde a déjà changé. Il y a vraiment eu un changement mais énorme, hyper rapide, et avec un volume de changement qui a été énorme. Dire, on peut être vertueux et nous sommes des aventuriers. Nous sommes dans une période, je trouve, très particulière depuis plusieurs années, notamment grâce à l'IA. Donc, on tâtonne. Maintenant, moi, cet outil-là peut même presque m'inspirer pour aller plus loin. Donc, par exemple, quand tu montres la vidéo avec les différentes langues, là, c'est aller un cran plus loin, dire ah voilà, c'est possible, ok, c'est chouette, c'est ludique, mais qu'est-ce qu'on en fait? On peut s'en servir pour montrer donc, les enjeux qu'il y a derrière. Tout à fait, oui. Donc, ça peut amener donc, des fake news auxquelles on est confronté, parce qu'il passe.
Peut-être déjà. Ça va. Mais c'est vrai que par rapport à ça. Mais donc, c'est prendre cet outil-là pour éduquer, pour, OK, on fait Oui, oui. ludique, voilà ce que j'ai fait avec l'IA, mais voilà. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Quels sont les objectifs et... Avec le fait de Noël, un texte, etc. Ben, OK, c'est possible, mais Mhm. qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, qu'est-ce qu'on a perdu comme compétence? En fait, ce texte-là, ce truc-là, je sais le faire. Enfin, peut-être pas la vidéo, mais voilà. Et je ne l'ai pas dit à ce moment-là parce que j'avais déjà pris la parole, mais avec la grille d'évaluation, pour en revenir un tout petit peu là-dessus, mais qu'est-ce que c'est essayer aussi d'éduquer montrer aux étudiants ce qu'ils perdent comme compétences quand ils utilisent l'IA. Oui. Mhm. Mais merci pour ta réflexion, en tout cas. Mhm. Donc, moi, avec les langues, je n'ai peut-être pas été voir ça Brigitte. Là, je l'ai vu et je me suis tout de suite posé la question, tiens, est-ce qu'on essaie de faire que ce qui dit Que la traduction est correcte. Donc, Mhm. il y a eu une petite réflexion quand même qui a été engendrée. Alors, typiquement, petite blague sur ça, mais ça existe depuis longtemps avec l'histoire des tatouages, où il y a quand même eu des vagues de gens qui aimaient bien se faire tatouer des trucs japonais et chinois, en étant persuadés de savoir s'ils se faisaient tatouer, et ça a été prouvé que régulièrement, ils se faisaient tatouer des mots qui n'avaient absolument rien à voir. Donc, à mon avis, il y a peut-être des gens qui ont sur eux des tatouages où il est écrit passoire ou Casserole, oui, j'avais pensé à ça aussi. voilà, au lieu d'amour. Voilà, donc, Ou de ton prénom, et ça Ou marque de juste marqué prénom, grosse vache, oui, voilà. Mais donc, comme quoi, la technologie ne fait que. Mais ce que je voulais dire, c'est merci pour ta réflexion. Et c'est vrai que je sais que je dois m'entraîner à mieux vendre mes outils parce que j'ai en général, mais je suis sûre qu'on est nombreux comme ça à avoir cette culture de ne pas trop se mettre en avant. Mais je sais que tout ce que je fais est génial. Merci. Et ce que je voulais dire aussi, c'était en fait ce calendrier de l'IA avant, en général, j'ai déjà présenté plusieurs fois à différents endroits, en général pas comme outil isolé comme je le fais ici, mais plutôt dans toute la démarche d'appropriation de l'IA à l'ENALUX. Et à chaque fois, c'est le calendrier de l'IA qui a le plus de succès. Les gens adorent et me renvoient des mails après en disant tu peux me redonner le lien, est-ce que je peux le diffuser dans mon institution et tout. Donc, en général, il y a un gros succès pour ce calendrier où je trouve qu'il est chouette, il est ludique, il est attrayant, mais il doit quand même être utilisé. Enfin, en tout cas, les différents outils doivent être utilisés avec parcimonie parce que ben, voilà, l'IA, elle a une empreinte écologique certaine. Je vais quand même vous montrer encore ce truc-là. Le, ça suffit, oui. La boule d'aujourd'hui, c'est celle-ci. On l'a basée sur l'étude du MIT. Peut-être que vous l'avez vu sortir. Elle est sortie au mois de juin, c'est un préprint, mais qui dit ChatGPT est en train de nous abrutir. Et donc, ils ont fait des études, enfin des comparaisons sur des usagers de l'intelligence artificielle et d'autres qui n'utilisent pas. Et on voit que les compétences cognitives diminuent. Donc, en gros, on perd des points de QI en utilisant l'IA. Donc, c'est quand même super interpellant. Quand je l'ai publié sur mon Facebook personnel il y a quelques mois, plein de gens m'ont dit ben oui, ça t'étonne, enfin, c'est évident. Évidemment que ChatGPT nous abrutit. Je dis OK, évidemment, on le savait déjà, mais maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Donc, il y a quand même des réflexions et des avancées par rapport à ça. Et quand on se dit ben, utilisons l'outil de manière réfléchie et transparente, ben, basons-nous, enfin, étudions aussi ce genre de données pour vraiment avoir un maximum de cartes en main quand on décide de l'utiliser. Il y a encore des questions, mais je passe la parole à Lio. Oui, oui, parce qu'il y a encore une réflexion, une question. Ouais. Moi, un peu les compétences qui seront attendues de la part des étudiants. Mais, déjà, au niveau de l'écrit, la rédaction d'emails, etc., ben là, voilà, j'ai déjà mis ça de côté. Mais alors là, on arrive vraiment aussi par rapport à l'oral et je trouve voilà, que c'est assez compliqué. En fait, ça va le devenir de plus en plus. Mais j'ai des collègues qui font aussi des réflexions inverses. Une collègue qui me dit je reçois régulièrement des mails d'autres collègues qui sont, je le vois, ils sont rédigés du début à la fin par ChatGPT, c'est creux, et alors elle termine en disant qu'est-ce que je ne peux rien faire de cette merde. Et sa demande à elle, c'est qu'on fasse un GT chez nous à l'ENALUX pour non pas encore baliser, mais en tout cas au moins alerter, au moins
que les gens qui envoient des mails qui sont entièrement rédigés par l'IA se rendent compte qu'on le voit, que c'est désagréable pour le récepteur. Même chose pour les images générées par l'IA. Je trouve qu'on les voit enfin, les photos actuellement, ben, franchement, elles sont bluffantes, mais tout ce qui est généré par Notebook LM, mais on voit la patte Notebook LM. Les PowerPoint générés par Gamma, on voit la patte Gamma. Et chaque image générée par l'IA a une empreinte écologique certaine. Et puis un PowerPoint, on sait aussi que pour une question d'accessibilité, on va éviter les images qui sont là de manière purement décorative. Donc voilà, il y a vraiment plein de démarches aussi qui font que le regard réflexif, plus que jamais, on doit l'avoir quand on utilise les outils IA. J'en utilise tous les jours, hein, mais j'essaye d'avoir ce regard réflexif au maximum.